Bonjour à tous, bonjour à tous, à toutes. Alors, pour ce talk avec Agnès, on s'était dit on allait faire un peu une galipette par rapport au titre prévu, qui était de comment on vit le produit. Ben, nous, on va vous parler de comment on remet du vivant dans le produit. Et je vais commencer par une petite devinette. Connaissez-vous le product manager qui a dit « Dieu a fait des hommes grands et d'autres petits, je les ai rendus égaux ». Est-ce que ça vous parle pas? Bon allez, je vous accorde, je suis un petit peu trompeuse. C'est pas vraiment un product manager, c'est un inventeur du 19e siècle qui s'appelle Sam Colt. Comme son nom l'indique, c'est l'inventeur du revolver. Il a peut-être pas tort, hein, d'une certaine manière. Mais c'est vrai, en fait, cette citation, elle m'amuse toujours parce qu'elle représente bien ce que la technologie peut amener comme imaginaire. Le fait de se dire, ben voilà, c'est vrai, les hommes, les femmes peuvent être égaux en termes de force, en termes de capacité. Au combat, c'est clairement en général ceux qui sont un peu plus balèzes qui vont s'en sortir. Et ben hop, la techno va les rendre égaux, d'une certaine manière. Face à un gun, on est tous les mêmes. Donc c'est cette question dont on va parler aujourd'hui. Alors non, on ne va pas parler de revolver et de Colt, c'est pas ça le sujet. Mais on va vous parler de ce sujet de est-ce que la technologie nous rend égaux? Ce sujet de est-ce que la technologie amène la justice sociale? Alors pourquoi est-ce que avec Agnès c'est un sujet qui nous parle? Je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Isabelle Luynes. Je suis plutôt ingénieure mécanique des produits tangibles si on veut. Et je suis le profil classique de l'ingénieur qui a fait son diplôme, qui est allé bosser dans une boîte assez classique et qui a eu sa crise de sens, qui s'est retrouvé en PLS sous le bureau à se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, à faire cette machine à café connectée en Bluetooth qui sert à rien. Mais avant la quarantaine. Avant la quarantaine, c'est arrivé assez vite le déclic quand même. Et donc j'ai lancé un premier projet qui s'appelle La Clavette, où en fait je suis vraiment partie de cette question de se dire mais c'est quoi concevoir des objets de manière responsable? Parce qu'à l'époque, 2015, on n'avait pas vraiment de réponse à cette question. Et donc, je suis allée filmer, documenter pas mal de projets à travers le monde. Ça m'a fait rencontrer près d'une 80 initiatives environ, dont quelques-unes avec qui j'ai pu rester assez longtemps. Je suis revenue en France, j'ai essayé d'amener ces sujets dans les écoles d'ingénieurs, dans les entreprises, bien sûr à mon école d'ingénieur, l'INSA Lyon, où je continue à faire des cours. Et depuis 2019, vous pouvez me voir aussi sur un autre projet qui s'appelle l'Institut Transition, où en fait là on accompagne des profils, c'est souvent des profils Bac+5, la quarantaine, qui veulent se reconvertir pour travailler dans la transition écologique et solidaire. Donc ça c'est un peu le sujet qui m'occupe le plus ces derniers temps. Agnès? Alors moi, je m'appelle Agnès. J'ai fait ma crise de la quarantaine à 45 ans. Non, je rigole, mais en tout cas plus tardivement que toi. J'ai un profil assez classique de développeuse. J'ai bossé dans plein de SN, comme Octo. Le SN s'appelait SQLI, pour celles et ceux qui connaissent. Et au bout de 10 ans de carrière, on va dire assez classique, j'ai essayé d'enlever mon côté un peu schizophrène, parce qu'à côté, j'étais très militante dans des différents collectifs. J'avais monté avec des amis la conférence Mixit, qui est à Lyon, et qui essaye d'officier dans le monde de la tech, mais en essayant de visibiliser le côté éthique de la tech. Je faisais partie des Duchesses. Qui connaît les Duchesses? Oh, magnifique, il faut une photo là. Ça nous fera plaisir. Donc les Duchesses, c'est un collectif qui visibilise les femmes tech dans l'IT. Développeuses, sysadmin, etc. Et avec ces activités militantes, quelque part, je me disais, c'est pas grave de bosser pour une ESN et de faire une mission chez Total, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai voulu faire un break. Donc pendant un an, j'ai pas bossé. Et quand je suis revenue à la rencontre de gens qui sont pas forcément que dans la Silicon Valley ou dans des pays occidentaux, mais plutôt en Afrique, en Asie, etc. Donc en ce sens, on se ressemble un peu avec Isa. Et quand je suis revenue, en fait, ici, en Europe, on va dire, j'avais plus du tout envie de faire la même chose. Donc, avec des amis, on a monté une coopérative de développeurs qui s'appelle Ninja Squad, c'est le petit ninja que vous voyez là. Et aussi, j'ai rejoint en 2018 une boîte qui s'appelle Fairphone aux Pays-Bas et qui fait un téléphone assez différent, qui est modulaire, qui est réparable, qui respecte la planète et les gens qui fabriquent un peu le téléphone, avec l'objectif justement de visibiliser en fait des gens qui sont bien souvent loin de chez nous
et de visibiliser les problématiques sociales et environnementales derrière la fabrication des téléphones. Et on va parler de ça aujourd'hui. Ne spoile pas toute la conf. Exactement. Alors, un téléphone, pourquoi un téléphone? Pourquoi Fairphone? On s'est orienté sur le fait de faire un téléphone, parce que si vous regardez en fait les chiffres autour de la production d'appareils de type téléphone, c'est assez hallucinant. Aujourd'hui, on vend, pas nous, Fairphone, hélas, mais l'industrie électronique du smartphone, c'est 1,4 milliard de téléphones qui sont vendus chaque année. Donc c'est beaucoup. On n'utilise pas beaucoup son téléphone, en tout cas pas très longtemps. Sur les téléphones Android, on est plutôt à 2 ou 3 ans. Et c'est des produits qui se recyclent très peu. Isabelle nous reparlera du recyclage. Et en général, ce truc-là, ça fait qu'on produit 50 millions de déchets électroniques par an. L'approche qu'on va avoir avec Isabelle, c'est d'essayer d'aller sur chacune des étapes de la fabrication du produit. On va faire une petite analyse du cycle de vie rapide pour vous parler d'abord des problématiques et ensuite des solutions. Alors si je parle de la première étape, qui est l'extraction des minerais, donc ce qui est bien, c'est qu'on en entend un peu plus parler par rapport à il y a quelques années. Le problème numéro 1, c'est les conflits armés. Quand vous regardez un pays comme le Congo, c'est un pays aujourd'hui, il y a une centaine de mafias qui officient et qui dirigent beaucoup de mines. Et quand vous bossez sous l'égide d'une mafia, les conditions de travail sont très basses, très insécures, pas les bonnes protections, salaire très bas. Et c'est là où vous retrouvez aussi beaucoup le travail des enfants. Si je regarde la partie assemblage du téléphone, donc qui se passe principalement en Chine, on a aujourd'hui entre 85 et 85% des téléphones qui sont assemblés en Chine. Une boîte comme Foxconn, pour celles et ceux qui connaissent, c'est une boîte taïwanaise qui est le premier employeur chinois, 1,3 million d'employés en Chine. C'est des conditions de travail qui sont vraiment pas désirables. Je vous conseille à toutes et tous de lire le bouquin qui a été traduit par Célia Isoire, que vous voyez ici, La machine est ton seigneur et ton maître, et qui parle en fait des conditions de travail de ces travailleurs Foxconn, malencontreusement connus par des campagnes de suicide collectif. En 2010, il y a 26 employés de l'usine qui sont jetés du toit de l'usine pour dénoncer les conditions de travail désastreuses. Alors, pour savoir, ils ont quand même trouvé une solution. Ils ont mis des filets aux fenêtres pour s'assurer que plus personne ne se défenestre des usines de Foxconn. Ça, c'était la réponse de Foxconn suite à ces campagnes de suicide collectif, non pas d'améliorer les conditions de travail. Donc, le pendant sur l'extractivisme, vous le retrouvez sur l'assemblage. Je n'ai pas parlé aussi des enfants dans la chaîne de fabrication, mais on sait toutes et tous qu'il y en a aussi. Alors, au niveau de l'usage, il y a plein de choses dont on pourrait dire au niveau du téléphone, de l'usage, des comportements que ça peut amener. Nous, déjà, on va commencer à vous parler un peu d'obsolescence et d'avoir cette approche de vous montrer que ça va quand même de pire en pire sur ce sujet, en tout cas sur les téléphones. À l'époque, on gardait son téléphone en moyenne 4,8 ans, si on prend dans les années 2000, avec des téléphones type le 3310 qui est totalement incassable. Je pense que tout le monde a une anecdote de qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec un 3310 et ça a résisté. Maintenant, en 2020, on est plutôt à 2,8 années. Alors, plusieurs paramètres. Il y a le fait qu'on a une certaine obsolescence psychologique, marketing. On essaye tout le temps d'acheter le dernier téléphone avec les dernières fonctionnalités. On a des personnes qui mettent quasiment un mois de salaire pour s'acheter le dernier téléphone. Donc ça, c'est des tendances qu'on voit de plus en plus apparaître. Et aussi, un des autres aspects qui fait qu'on ne garde plus son téléphone aussi longtemps, c'est que c'est aussi des téléphones qui deviennent de plus en plus complexes. Donc de plus en plus complexes. Tout à l'heure, Anne-Sophie parlait du fait de décomplexifier les appareils. Quand on a des objets complexes, c'est des objets qui sont durs à réparer parce qu'on a des pièces qui sont miniaturisées. On a un nombre de pièces qui devient nombreux. Quand on parle du téléphone, ça va être des vis que vous n'avez peut-être pas avec vous, des étapes où il faut utiliser, vous voyez sur iFixit, le sèche-cheveux, une ventouse, etc. pour enlever l'écran. Ce qui fait que plein de personnes ne vont pas le faire. Et il y a ce côté qu'on aime bien dire avec Agnès, la réparation devient un petit peu paternaliste, quoi. On a des marques qui sont en mode « vous occupez pas de la réparation, ramenez-nous en magasin, on va s'en occuper. Et au pire, si on n'a pas réussi à le faire, vous en rachetez un autre. C'est pas grave, quoi, d'une certaine manière. » Et donc c'est pareil aussi avec tout le côté plus soft, où c'est assez dur d'avoir la main dessus. Dès que votre téléphone vous dit « bon là, les applications ne marchent plus sur votre téléphone »,
bah, vous ne pouvez rien faire, d'une certaine manière. Vous êtes juste à la merci de l'OS qu'on vous propose. Et d'où ça vient, en fait, cette obsolescence logicielle? Ça vient du fait que ce que vous mettez dans un téléphone, donc les parties composants électroniques, ont tous un firmware, donc une couche logicielle bas niveau, on va dire, qui est bien souvent fermée. Je pense que vous avez entendu parler de l'open source. L'open source, ça existe parfois dans les téléphones. Android a une partie open source. Mais quand vous sortez en fait du processeur sur lequel tourne Android, j'ai essayé de le représenter sur le schéma ici, tout ce qui n'est pas entouré en vert, en fait, c'est toutes des parties de source fermée. Donc ça veut dire que quand vous êtes un fabricant de téléphone, vous êtes dépendant de la mise à jour de ces sources fermées. Donc il faut contractualiser avec les fournisseurs de chaque composant électronique des supports logiciels longue durée, parce que évidemment que ces fournisseurs ne vont pas vous donner le code source. Et si je prends l'exemple de la puce System on the Chip, le SoC, donc le processeur principal de votre téléphone que vous voyez ici, bien souvent, le support va être... alors ça change un peu, il y a maintenant de plus en plus de puces qui sont de longue durée, ça c'est plutôt bien. Mais il y a encore peu de temps, les puces étaient de courte durée. Vous aviez une version ou deux d'Android, voire 3 maximum, qui étaient compatibles. Et puis si vous vouliez faire durer dans le temps en tant que fabricant votre téléphone, bah, c'était compliqué. Si vous vouliez porter 10 versions d'Android sur une puce, bah, c'était quasi impossible. Donc l'obsolescence, on va dire, du téléphone ne s'explique pas forcément que par le côté non-réparabilité, mais par aussi le côté logiciel qui est bien souvent fermé. Et si je regarde cette fameuse stack Android, vous voyez qu'il y a des choses open source, ça je l'ai dit, hein, le Linux kernel c'est open source, mais quand vous remontez un petit peu les couches logicielles, vous voyez des trucs SDK, Facebook SDK, Firebase. Donc moi, je suis développeuse et je vois bien cet effet qu'on peut toutes et tous avoir, à savoir, bon, je peux être un peu feignante, je n'ai pas envie de développer tout from scratch. Et honnêtement, embarquer Firebase, ça peut être facile. Embarquer un Facebook SDK, ça peut me simplifier des authentifications, etc. Oui, mais ça vous aspire aussi toutes vos datas. Ce n'est pas qu'au niveau, on va dire, haute couche, que cette aspiration des données a lieu. Hein. Il peut y avoir aussi l'aspiration des données, même au niveau des firmware. Mais quand même, la partie applicative est vraiment responsable de la digestion non voulue de vos données. Là, je cite Exodus Privacy, que j'aime beaucoup, qui est un collectif international qui travaille justement sur ces data harvesters. Et quand vous voyez le schéma sur la droite, vous voyez à quel point en fait, vos datas sont aspirées, notamment par ces SDK. Mais à qui profite le crime, du coup? À qui profite le crime? Évidemment que ces datas-là, elles vont servir le fait de vous essayer de vous faire acheter de manière effrénée des téléphones. L'obsolescence marketing est aussi liée à ça, une addiction un peu poussée de ces outils-là. Mais aussi, on parle aujourd'hui de capitalisme de surveillance, en ce sens que ces datas-là, Facebook peut choisir, en fonction du pays où vous habitez, Facebook peut choisir de les partager avec un gouvernement, et ça a été le cas il y a un an, en août 2022. Une mère et sa fille qui échangent par Facebook en message privé sur l'avortement de la jeune fille, data qui a été partagée à Facebook, et la jeune fille qui a voulu être accusée par la justice américaine. Donc là, on voit sur l'exemple de cette jeune fille qu'on est quand même sur un cas très particulier à qui profite le crime, qui vise les femmes. Quand je vais regarder en dehors des pays occidentaux, si je regarde ce qui se passe par exemple en Inde ou en Birmanie, on va aussi avoir le même genre d'exemple où les big tech, les solutions, on va dire, portées par des boîtes comme Facebook, Twitter, etc., vont mettre à mal la liberté des personnes qui habitent sur place. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Free Basics, qui a été lancé par Facebook en 2015-2016. Ils ont voulu même appeler ça internet.org. Vous voyez à quel point ils voulaient cacher en fait, le nom Facebook derrière ce projet-là. Et le projet pouvait paraître louable. Au démarrage, l'ambition, c'était d'apporter Internet à des gens qui n'avaient pas accès gratuitement à Internet. Il faut savoir qu'en Inde et en Birmanie, la connexion Internet en 2015 était très chère. Les coûts opérateurs étaient assez élevés. Le coût d'accès au téléphone portable aussi.
Et qu'effectivement, ça pouvait être un truc cool de se dire on va donner accès à Internet. Sauf que Facebook l'a fait avec des deals opérateurs, des deals même de marchands de téléphone, en obligeant les gens à avoir un compte Facebook pour accéder à Internet. C'est un truc de malade. C'est des choses qu'on ne pourrait pas avoir chez nous. On a des, on va dire, si je parle de l'Europe, certains garde-fous. Mais c'est un truc incroyable, ce qui s'est passé là-bas. Très peu médiatisé, le Guardian en a parlé, etc. Mais finalement, pas assez médiatisé, je dirais. Des gens qui militent, vous voyez ces femmes qui militent dans la rue et qui essayent de dénoncer ce projet abusé. Et une des conséquences directes de Free Basics, c'est ce qui s'est passé en Birmanie avec les Rohingyas. Parce qu'évidemment, quand vous accédez à Internet via Facebook, c'est full of fake news, sans modérateur, modératrice qui parlent la langue. Donc c'est encore pire que chez nous, je dirais. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec beaucoup de news autour des musulmans qui les disqualifiaient, qui les accusaient de viol. Et Facebook a même reconnu en 2018-2019 son rôle dans le fait que les Rohingyas ont dû quitter la Birmanie. Donc c'est quand même assez hallucinant. Si je continue notre petit périple sur le cycle de vie, qu'est-ce qui se passe au niveau recyclage, Isabelle ? Alors au niveau du recyclage, on voit que les discours ont quand même changé dans le sens où on incite de plus en plus au recyclage. Alors si vous voulez, il y a un super jeu à boire, vous allumez la télévision, vous regardez chaque pub qui parle de recyclage ou de carbone neutral et vous buvez un shot. En moins d'1 heure, vous êtes bourré, ça va très très vite. Donc vraiment, maintenant, ça me paraît vraiment la base de parler de recyclage. Donc il y a un vrai courant de mode, bon, carbone neutral, ne nous lancez pas sur carbone neutral, sinon on va encore exploser le timing. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, ok, le recyclage, ça peut être pas mal, mais finalement, ça ne fait pas tout, d'une certaine manière. Et surtout, finalement, quand on parle de recyclage électronique, on ne peut pas avoir assez de matériaux pour toutes les marques qui se disent, on va faire du 100% recyclage. Alors les chiffres, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle par rapport au téléphone ? Donc ce qu'il faut se dire, on en a 17% environ qui va être recyclé, qui repart dans la boucle, potentiellement un petit peu dégradé. On en a 8% qui finissent à la poubelle classique, donc ça finit décharge à l'air libre ou ça finit dans les hauts fourneaux. On en a 20% qui va sur du recyclage informel, j'y arrive dans 1 minute. Et on a 54%, on ne sait pas. Alors quand on dit on ne sait pas, ça veut dire qu'il y a très peu de chances que ça soit du recyclé, ça veut dire que ça va se répartir entre les poubelles ménagères et le recyclage informel. Mais il y a un vrai problème de traçabilité. Et donc là, on repart en voyage. Où est-ce que ça finit le recyclage informel ? Ça va finir dans des pays comme le Ghana ou dans d'autres pays d'Afrique, d'Asie, où en gros, les pays occidentaux vont amener énormément de leurs déchets électroniques. Et là, vous allez avoir le recyclage informel, c'est-à-dire des énormes décharges où vous allez avoir des personnes qui vont aller chercher les petits morceaux de cuivre, etc., qu'on peut trouver de nickel, d'alliage. Et en fait, il y a plusieurs problématiques. Il y a une première problématique environnementale. On se rend compte qu'il y a des grosses problématiques au niveau de pollution de l'eau, des sols, des toxicités de l'air, et bien sûr aussi au niveau de la santé. Là, par exemple, on a une image au Ghana qui illustre en fait les recycleurs de cuivre. Ce qu'ils vont faire pour récupérer le cuivre, ils vont tout simplement tout cramer et essayer de récupérer derrière les câbles de cuivre. Et bien sûr, comme toujours, les mains qui sont assez pratiques pour faire ces petites tâches minutieuses, c'est les mains des enfants. Ça tombe quand même super bien pour faire ce type de petites tâches. Donc voilà, on retombe encore sur des mécaniques où finalement on va avoir d'autres pays qui vont s'occuper de traiter nos poubelles. Si vous voulez, il y a un peu la même histoire sur les vêtements, vous pouvez regarder, il y a un super docu d'Hugo Clément qui le met en avant. Mais c'est toujours ces boucles où nous on se dit, voilà, ça va être recyclé. Quand vous rendez votre téléphone, vous vous dites, ça va être top, ça va retourner dans des bouts de recyclage. Il y a beaucoup de chances que ça puisse aussi terminer là-dedans, dans ce recyclage informel. Donc là, on a fait un peu le tour de ce cycle de vie. Et en fait, il y a quand même un constat que je pense qu'il est intéressant que nous ayons tous en tête. C'est qu'à l'heure actuelle, faire de la technologie, on ne peut pas en faire sans créer des inégalités sociales et des injustices sociales. C'est un fait. Le plus vite on l'accepte, le plus vite on peut essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait. Mais on en est là, d'une certaine manière. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas faire de la techno, on ne sait pas
faire des produits électroniques, on ne sait pas avoir des matières premières et des éléments rares qui soient faits en ayant une certaine justice sociale, qui soient faits en respectant les personnes et en respectant leur dignité. C'est comme le carbone neutral, ça n'existe pas. Donc, du coup, bon, on peut s'arrêter là, on pourrait vous laisser là, mais bon, on se dit c'est quand même sympa d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Alors déjà, une grille de lecture, comme je vous disais, maintenant tout le monde parle de recyclage, tout le monde parle de comment réduire son impact CO2. Au niveau de l'impact social, c'est toujours intéressant aussi d'avoir une certaine échelle et de comprendre que le niveau 1, déjà, c'est d'essayer de respecter la loi. Là, alors, si vous lisez un peu le guide de l'ADEME sur le greenwashing, une des méthodes de faire le greenwashing, c'est de respecter la loi et de dire que c'est l'entreprise qui l'a mis en place. Par exemple, Anne-Sophie, tu montrais l'exemple de McDo. C'est comme si McDo disait, bon allez, maintenant on est environnemental, on fait de la vaisselle réutilisable. C'est juste un respect de la loi, d'une certaine manière. Après, étape suivante, bon, quand même, quand on est une chef ou un chef d'entreprise, c'est qu'on a une certaine vision sur les tendances. Donc, l'étape d'après, c'est de se dire, on sent quand même qu'il y a des petites pressions extérieures qui nous invitent à repenser nos modèles, à essayer de faire un pas de côté. Donc voilà, c'est un peu, on va essayer de s'en sortir avec toutes ces pressions extérieures qu'on voit venir. Après, l'étape d'après, c'est de se dire, on essaye de trouver une situation gagnante-gagnante, où on va faire maintenir notre business model, on va faire des petits changements, mais en essayant de s'améliorer d'un point de vue écologique, d'un point de vue social. On va viser un peu ce qui s'appelle de la durabilité faible. Alors, si vous êtes curieux de pourquoi je parle de durabilité faible, je vous invite à écouter Arthur Keller, qui explique très bien la différence entre durabilité forte et durabilité faible. La vérité pourrait vous surprendre. Donc, du coup, on va plutôt être sur un enjeu de durabilité faible. Et après, il y en a quelques-uns quand même qui existent et qui vont être à ce 4e niveau, si on veut, où là, vraiment, la raison d'être, si on veut, de cette organisation va vraiment être de vouloir amener un changement social profond, à essayer de faire bouger les lignes. Et sur les différentes initiatives que j'ai pu rencontrer, comme je vous ai dit, souvent, ce qui partagent les personnes qui arrivent à cette étape-là, c'est l'idée de se dire, mais en fait, nous, notre but, c'est pas que notre entreprise, asso, organisation dure à vitam aeternam. Nous, notre but, c'est que le problème social auquel on s'attaque soit résolu. C'est-à-dire que toutes ces organisations pensent déjà à leur mort, d'une certaine manière. Et j'aime bien citer Coluche par rapport à ça. Coluche, par rapport aux Restos du Cœur, il disait « Les Restos du Cœur, j'espère vraiment qu'à un moment, ça n'existera plus. Puisque si ça n'existe plus, ça veut dire qu'on aura résolu les questions d'injustice alimentaire. Mais tant que cette question sera là, les Restos du Cœur vont continuer à exister, etc. » Mais le but, il faut bien comprendre, ce n'est pas que les Restos du Cœur se déploient et que tout le monde aille au Resto du Cœur. Si tout le monde va au Resto du Cœur, c'est vraiment que les Restos du Cœur se sont plantés quelque part, quoi. Donc voilà, ça change quand même notre optique et de se dire comment on essaye de réussir en résolvant un enjeu social plutôt que de réussir juste sur la croissance du chiffre, forcément. Alors, comment ça se passe pour vous chez Fairphone ? Ce que tu dis là sur les Restos du Cœur, il faut savoir que les fondateurs de Fairphone, c'était un peu le mot qu'il et elle avaient à la bouche au démarrage du projet, à savoir si on n'existe plus dans 20 ans, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème dans l'industrie électronique. Fairphone, ça n'a pas démarré comme une boîte, donc on n'est pas dans un contexte de la French Tech où vous avez des personnes qui vont défendre un discours du nouveau software qui va sauver le monde. On n'est pas du tout là-dedans, on est sur des gens qui ne sont pas forcément très techniques, des activistes à parité entre le Congo et les Pays-Bas. J'insiste sur le mot parité, c'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui sont aussi partie prenante de ce mouvement. 2010, loi Dodd-Frank américaine, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une loi qui était soi-disant là pour dénoncer les minerais dits de sang et faire en sorte qu'ils ne soient plus utilisés dans les chaînes de fabrication électronique qui, dans la réalité, ne marchaient pas et créaient encore plus de marchés noirs et des conditions de travail désastreuses pour les gens mineurs, au sens de celles qui bossent dans les mines. Et donc, vous avez des gens qui militent sur la dénonciation de ce truc-là. Donc, on ne parle pas du tout de Fairphone au démarrage, 2010. Et au bout de 2-3 ans, ces personnes qui sont là à faire ces campagnes activistes, etc., se disent « mais il faut qu'on crée un changement de l'intérieur. Il faut qu'on crée une demande, en fait. On veut montrer que c'est possible de faire des appareils électroniques qui ne financent pas les conflits armés. »
À la base, Fairphone, c'est que ça. C'est la partie justice sociale. On n'est pas encore dans la partie téléphone durable, écologique. Évidemment que ça va avec. Mais nous, on pense vraiment, en fait, que la vraie problématique de l'industrie électronique qu'on vous a largement décrit en première partie de conférence, c'est une problématique de manque de justice sociale. Et donc la base vraiment de Fairphone, c'est de dénoncer ça et de faire en sorte d'améliorer les choses. Améliorer les choses, ça passe par une approche décoloniale de cette industrie-là, de ne pas penser à notre produit en tant que tel, mais penser à un mouvement de changement profond pour faire en sorte de décoloniser cette industrie-là et pour lutter pour plus de justice sociale. Donc ça passe par une manière de faire les choses différentes, on va en parler avec Isabelle juste après, inclure les gens qui sont normalement impliqués dans la fabrication des téléphones pour définir le changement avec elles et avec eux. Donc la première, on va dire, étape de notre théorie de changement profond, ça va être de sensibiliser. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans, c'est ce qu'on continue aussi à faire. Vous allez sur le site de Fairphone, il y a plein de rapports de là où on en est, qui expliquent ce qui marche pas. On ne cache pas ce qui ne marche pas aussi. On montre un exemple, on veut montrer que c'est possible d'être une boîte, donc c'est l'équivalent un peu d'une scope, mais quand même, ça reste une boîte. Donc on veut montrer à l'industrie que c'est possible d'avoir un modèle, on va dire, dans le marché classique et rentable, tout en ayant un fort impact social. Et on veut évidemment motiver, c'est ce qu'on vient de dire avec Isa juste avant, on veut motiver l'industrie à changer. Les fondatrices du départ disaient « on s'en fout si on n'existe pas dans 20 ans ». Si Apple, Sony, LG, à l'époque, fait la même chose dans 10 ou 20 ans. Alors, comment ça se passe concrètement ? Concrètement, c'est la galère quand même. C'est-à-dire que quand vous démarrez votre projet Fairphone 2013 avec voilà, on va dire pas beaucoup de moyens. Je ne parlerai pas de l'incubation de Fairphone, mais c'est assez spécifique. Il y a un incubateur très intéressant aux Pays-Bas qui s'appelle la War Foundation, que j'aime beaucoup, qui a été monté par Marlene Sticker, une fille qui était vraiment à défendre l'Internet libre dans les années 80. Bref, vous avez compris le topo. Donc pas l'incubateur classique français que vous pouvez trouver dans la French Tech. Vous avez compris que j'adore la French Tech. Donc pas facile en fait de démarrer là-dessus. Donc beaucoup de R&D pour comprendre comment est constituée une chaîne de valeur, une chaîne de fabrication. Quand vous avez un minerai que vous voulez essayer de rendre conflict-free, qui ne finance pas les conflits armés, comment vous l'incorporez dans le composant ? Comment vous allez convaincre la boîte qui fabrique la machine à vibration d'incorporer ce tungstène différent ? Comment vous allez convaincre l'assembleur final d'incorporer cette machine à vibration qui a intégré du tungstène conflict-free ? C'est très compliqué et ça prend vachement de temps. Donc aujourd'hui, Fairphone, on est à peu près à 15 minerais sur les 50 qui font normalement un téléphone. Et j'ai régulièrement des journalistes qui me disent « greenwashing, social washing, Fairphone, vous êtes qu'à 15 sur 50 ». Non, justement, l'objectif, c'est de se dire des transparents sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Effectivement, il y a 35 minerais qu'on n'est pas encore capable d'attaquer. Ne serait-ce que sur le cobalt, ça nous a pris 3 à 4 ans pour essayer de comprendre comment ça marche, c'est quoi la chaîne d'approvisionnement, qui il faut convaincre, etc. Sur ce fameux cobalt, on a monté il y a 2-3 ans la Fair Cobalt Alliance, dont l'objectif était vraiment de bosser avec les gens sur place, donc de squeezer toutes les chaînes intermédiaires, de bosser avec les gens dans les mines, bien souvent des familles. Donc il y a une acceptation de la réalité. Toujours ces fameux journalistes qui nous disent « mais vous bossez avec les enfants, vous acceptez qu'il y ait des enfants dans vos mines ». Déjà, ce n'est pas nos mines. Mais évidemment, si vous voulez dépasser le côté légal dont parlait Isabelle, de checker les box des mines industrielles, il faut accepter de bosser avec les gens sur place, accepter de bosser avec les familles. Et oui, à un temps donné, il y aura des enfants dans les mines. Mais mieux payer les gens, ça va leur permettre de justement, on parle d'encapacitation, d'empowerment, ça va leur permettre d'être autonomes, indépendants, de choisir leurs structures dans lesquelles ils et elles veulent bosser et d'arriver à ne pas les exploiter. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'approche décoloniale. Ce que vous avez dans la partie mine, ce qu'on essaye de faire sur on va dire l'extraction des minerais, on essaye aussi de le faire sur les chaînes d'assemblage. Donc on reste là où ça se passe mal, on est en Chine. J'ai souvent des questions, mais pourquoi vous n'êtes pas en Europe ? S'il y a des gens qui veulent assembler en Europe, qu'ils y aillent, il n'y a pas de problème, ça peut être aussi intéressant. Mais nous, on est là où ça se passe mal, où on pense qu'il faut justement travailler cette approche décoloniale. Donc sur la Chine, pareil, on a des employés chinois qui bossent avec les assembleurs dans les chaînes de production
pour définir avec elles quelles sont les bonnes conditions de travail. Et à l'heure actuelle, on est à peu près à 46 critères sur lesquels on travaille, donc la cantine, le dortoir, plein de choses. Mais la clé, c'est souvent le revenu. Avec notre point de vue occidental, on pourrait se dire bah oui, mais ils bossent trop, ils sont sur les chaînes de fabrication, c'est horrible, ils font 80 heures. Mais bien souvent, les gens sur place, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire c'est pas, on n'a pas le couteau à la gorge pour faire 80 heures, on les fait parce qu'on est mal payé. Donc le cœur du truc, c'est de mieux payer les gens. Donc on a codéfini avec elles, ces personnes-là, ce que serait un revenu dit décent et pas minimum. Le gap, il est assez fort, quoi. Le revenu journalier moyen pour une personne qui est en chaîne d'assemblage en Chine, c'est 13,50 $. Si jamais vous demandez à ces personnes-là quel serait leur revenu décent, qui leur permettrait de ne pas faire d'heures supplémentaires, on est à 28 $. Ce truc-là, on a décidé de le payer pour les ouvriers ouvrières de la chaîne de production. Ça nous a coûté 2 $ par téléphone. Et la beauty, le truc assez incroyable qui s'est passé, c'est que quand on a donné cet argent-là, ils et elles n'ont pas voulu le garder pour elles, mais ont voulu le partager avec l'intégralité des travailleurs de l'usine. Imaginez ça en France. Voilà, donc pareil, hein, en capacitation, même nous, en fait, on est dans une approche où, quelque part, c'est des process, des approches qu'on a envie de partager, sans quoi elles peuvent être inspirantes. Donc là, j'ai parlé de l'extraction, de l'assemblage. Quant à l'usage, en fait, l'usage du téléphone, c'est quoi la solution? La clé, c'est de garder votre téléphone, en fait. La clé, c'est de ne plus acheter tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans un téléphone. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence technique très connue où il y a plein de développeurs, développeuses. Il y avait des gens sur scène qui étaient à ma place et qui disaient « Vous savez quoi, les gars ? Vous pouvez changer votre téléphone tous les ans, on s'en fout, ils sont recyclés. » Donc c'est complètement faux. On l'a dit, ils ne sont pas recyclables, ces téléphones-là, très peu, ils peuvent l'être, mais voilà. La clé, c'est de ne pas acheter de téléphone tous les 2 ans. Donc de choisir des modes d'achat. Il n'y a pas que Fairphone, hein, il y a d'autres trucs qui existent qui vous permettent de ne pas acheter un téléphone tous les 2 ans. Il y a d'autres marques. Hein. D'être vigilant sur vos critères d'achat et de faire en sorte de le faire durer. On s'en fout d'un téléphone pliable, on s'en fout d'un téléphone dernier cri avec une caméra qui est soi-disant un peu mieux. Et donc la clé, c'est de le garder. Les chiffres qu'on a sortis sur notre analyse de cycle de vie, c'est si vous le gardez 7 ans, votre téléphone, au lieu des 2 ou 3 ans en moyenne, vous économisez, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre de 44%. Et comment on fait durer un téléphone? Chez nous, c'est de faire un téléphone modulaire réparable, de rendre la réparabilité accessible. Il faut savoir que le changement d'écran que vous cassez, en moyenne, c'est 42% du prix original du téléphone. Donc personne ne change son écran tout seul, parce que c'est beaucoup trop cher. Donc la réparabilité, elle doit être pas chère et facile. Ma tante Ginette, que je cite à chacun de mes talks, qui dit arrête de me citer, elle a 85 ans, elle répare son téléphone facilement, sans aide externe. Faudra qu'on mette une photo de ta tante Ginette à force. Si elle je la mettrai, mais elle est pas. Et évidemment aussi un support logiciel long, donc 8-10 ans, c'est ce qu'on promet sur le dernier téléphone. Et beaucoup d'open source. On publie toutes les sources qu'on peut. C'est bien l'open source à la fois pour la partie longévité, mais aussi pour la privacy, pour la vie privée. Parce que grâce à ça, vous avez plein de communautés qui peuvent exister, de systèmes d'exploitation alternatifs, comme PostMarketOS ou i, et qui vous permet non seulement d'avoir un téléphone qui va durer, mais en plus un téléphone qui va prendre soin de vos datas personnelles. L'open source s'applique aussi à la partie hardware. Nous, on ne fait pas, hélas, encore d'open hardware. Peut-être qu'un jour, on y sera. Mais au moins, on publie nos schématiques, ce qui est la vue logique en fait, des composants électroniques et qui permet aux réparateurs professionnels ou à la personne qui est chez elle et qui veut réparer d'autres choses dans son téléphone que les modules qu'on met à disposition. Donc, ça facilite la réparation. Et donc, la clé de tout ce qu'on vient de vous dire, là, à travers quelques exemples que je vous ai donnés de Fairphone, la clé, c'est de faciliter la réparation et la maintenance. Il y a des collectifs qui existent, le Self Repair Manifesto, qui vous présente un peu l'approche de pourquoi la réparabilité, c'est mieux que la recyclabilité. Il n'y a pas que Fairphone qui fait des choses bien. Framework, Why, en Europe, ils font la même chose, l'approche réparable, modulaire sur les ordinateurs. Et je cite aussi ce bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le soin des choses ». Et qui met en avant justement l'avantage de faire de la maintenance longue durée. Et donc là, je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui bossent dans des ESN
Moi, j'ai bossé longtemps dans les ESN et je me souviens que faire de la TMA, de la maintenance, c'était la punition. Genre, oh mon Dieu, je vais à Dijon et en plus, je vais faire de la TMA pendant 3 mois, horrible. J'ai rien contre Dijon, hein. J'habite Saint-Étienne, donc wesh ma sœur. Mais du coup, le truc, c'est de faire rêver les jeunes, moins jeunes personnes sur cette maintenance. C'est cool de faire de la maintenance, ça peut être cool. Si l'objectif, c'est de faire durer votre produit, avec des mises à jour logicielles sûrement, mais avec potentiellement des nouvelles features pour faire en sorte que les usagères gardent le produit, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand on a cette mentalité d'un point de vue concepteur et fabricant, il y a un peu ce côté de on tend la main aux citoyens en disant bon, nous, on joue le jeu, on essaye d'ouvrir, on est open source, on essaye de rendre la maintenance facile. Et du coup, on attend que aussi les citoyens, les utilisateurs viennent de l'autre côté. Et donc c'est ça le constat aussi qui est intéressant, c'est de voir que de l'autre côté, la réparation, il y a un gros pouvoir d'empouvoirment que ça crée en fait. Que ça soit sur des sujets d'insertion, il y a énormément d'assauts, que ça soit des choses comme Emmaüs, que ça soit Environ, que ça soit les ateliers de l'audace sur les vélos, qui forment des personnes éloignées du monde du travail pour devenir des réparateurs, et c'est un levier pour s'insérer, pour se dire mais en fait je suis capable de réparer des choses, je suis capable d'utiliser mes mains en fait, et que ça va être apprécié par d'autres. De la même manière, il y a tout le sujet des ateliers en non-mixité qui nous parle beaucoup avec Agnès, où on peut voir donc des ateliers en non-mixité, c'est souvent des ateliers où il n'y a que des femmes plus, et on se rend compte que des profils qui avancent disaient moi, être derrière une machine, utiliser un fer à souder, utiliser une machine-outil, c'est trop compliqué pour moi, je ne sais pas le faire. Dès que vous les mettez dans un contexte d'atelier en non-mixité, vous les faites fabriquer, vous les faites réparer, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de magique où les personnes, alors c'est tout con, mais elles se tiennent plus droites, elles sont plus lignes, elles se disent putain mais je suis capable de le faire. Et en fait ça va faire des rebonds derrière où vous les voyez, elles vont commencer par réparer un petit objet, un toaster, et après elles vont revenir, elles vont réparer un vélo, elles vont aller sur du plus gros électroménager. Et ça ouvre vraiment la porte à se dire je prends soin de mes affaires, je les fais durer dans le temps. Alors, pourquoi c'est intéressant en fait d'augmenter le pouvoir d'agir des personnes? C'est que le pouvoir d'agir, ça peut aussi nous aider en tant que société à être plus résilients et à être plus autonomes. Alors, je trouve toujours intéressant de parler de cet exemple des visières. Donc, moi, je suis en région lyonnaise. Je vous remets dans le contexte, début du Covid, on nous disait non, mais vous inquiétez pas, ne mettez pas de masque, il n'y a pas de souci. On parlait paternaliste. Donc, mettez pas de masque, etc. Et pourtant, à côté, on avait plein de soignants qui avaient un manque de matériel médical, qui étaient paniqués à l'idée de se dire mais en fait, là, il faut retourner voir des patients qui ont potentiellement une maladie mortelle qu'on n'arrive pas bien à identifier. Et donc, énormément de collectifs se sont lancés. Donc, moi, je suivais celui de Visières Solidaire Rhône-Alpes. Mais ça a commencé à Strasbourg, il y en avait à Toulouse aussi, enfin un peu partout. Et l'idée était simple, c'était de se dire, en termes de quel matériel médical assez simple on peut fabriquer. Et un objet est assez vite venu, c'est les visières. Les visières, en gros, vous avez une petite partie qui est faite en impression 3D. Et derrière, vous mettez juste une couche de protection qui ressemble à un intercalaire. Et en gros, c'est rapide. Et vous aviez un collectif là, de 350 personnes dans la région lyonnaise qui allaient de 15 ans à 70 ans retraités et qui se sont mis à fabriquer des visières. Et quand je me suis retrouvée en réunion avec les industriels pour parler de qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue matos de protection, je leur disais en fait, il faut s'y mettre parce que là, en 3 semaines, on a déjà 80 000 visières qui sont sorties par les citoyens. Et les industriels étaient encore en train de se dire oui, mais on est en train d'essayer de dégager des jours de dispo pour que des gens travaillent dessus. Donc voilà, il y avait vraiment une différence d'un point de vue réactivité et d'un point de vue résilience. Si je vous parle d'un autre projet qui nous parle beaucoup avec Agnès, l'atelier paysan, alors je vais vous l'expliquer rapidement. Pour comprendre l'atelier paysan, il faut comprendre pourquoi c'est dur d'être paysan libre à l'heure actuelle. Aujourd'hui, si vous vous installez et que vous avez envie de faire de l'agriculture un peu alternative, en tout cas plus responsable, mieux pensée d'une certaine manière, biodynamie, permaculture, etc., les machines du commerce ne sont pas adaptées. Ça veut dire que, c'est un truc bête, par exemple, si vous faites de la biodynamie, vos pieds de vigne doivent être espacés d'une certaine distance. Les machines ne passent pas. Donc les gros John Deere, etc., ça ne passe pas.
Premier problème. Deuxième problème, ça coûte cher. C'est que ça a suivi la même tendance que les autos. Donc c'est de plus en plus gros, de plus en plus lourd, de plus en plus cher et de moins en moins réparable. Donc ce qui fait que c'est un énorme pôle de dépenses si vous vous installez. L'atelier paysan, ce qu'ils font déjà, alors ce ne sont pas des personnes qui vendent des machines. Ce qu'ils font, ils vendent des formations pour construire des machines qui se veulent le plus simples, avec des modes de fabrication qui sont accessibles au plus grand nombre et qui vont répondre à des besoins qui viennent du terrain, qui vont répondre aux machines dont ont besoin les paysans. Ils s'appuient beaucoup sur ce qu'ils appellent le bon sens paysan, l'ingéniosité paysanne. Et donc, c'est un projet qui est énormément connu des communautés paysannes et qui montre comment leur donner plus de capacité d'agir. Donc, de manière générale, ce qu'on vous présente, c'est vraiment la confrontation de deux imaginaires. De se dire, bah voilà, on a un virage finalement, où là, à l'heure actuelle, la techno, c'est un peu des grands gamins, moi j'aime bien le dire comme ça. C'est des grands gamins qui nous proposent un imaginaire de qu'est-ce que peut être la technologie avec une approche assez paternaliste d'après nous. Coloniale aussi quand même, ça Agnès vous l'a pas mal expliqué. Et à côté, vous avez énormément de communautés, de citoyens, de personnes un peu partout dans le monde qui sont juste moins bruyantes et qui ont juste moins d'argent, mais qui sont en train de se mettre en action pour faire bouger les choses. Et donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de se dire comment est-ce qu'on passe d'une technologie paternaliste à ce qu'on appelle une technologie conviviale, ou en tout cas ce que Ivan Illich a appelé une technologie conviviale. Je vous le lis rapidement. J'appelle convivial la société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au service d'un corps de spécialistes. Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Je vous laisse faire le stretch pour aller jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une technologie conviviale. Et donc, s'il y a vraiment un message avec lequel on veut que vous partiez avec Agnès, c'est en tant que product manager, en tant que personne qui conçoivent, qui pensent, qui font les innovations de demain, demandez-vous à chaque fois si les produits que vous pensez, est-ce que ça va contribuer à donner du pouvoir d'agir aux personnes? Est-ce que ça va les aider à avoir une vie plus digne? Est-ce que ça va les aider à être plus libres et à pouvoir être en capacité de faire bouger les choses? Tout simplement, est-ce que ça va nourrir leur empowerment? Voilà. Merci à vous pour cette...